simple. Et si nous analysons le Conseil de sécurité, qui est bien souvent paralysé par le droit de veto, ce Conseil incarne-t-il encore la légitimité internationale? Quelles réformes concrètes seraient prioritaires? Merci. Monsieur le secrétaire général, c'est un sujet très sensible dans les négociations des Nations Unies. Et ce n'est pas par manque d'idées qu'on n'a pas avancé sur la réforme du Conseil de sécurité. Il y a plusieurs agrupations au sein de l'Assemblée générale et des papiers qui ont été proposés sur comment avancer. Donc, la proposition du Mexique, c'est d'élargir le Conseil de sécurité, mais avec des membres non permanents. Et aussi d'augmenter la durée des périodes dans lesquelles on peut servir au Conseil de sécurité et d'ouvrir aussi la possibilité d'une réélection, de sorte que les États élus soient quelque part responsables auprès de leur groupe régional d'abord, mais aussi de la communauté internationale et plus largement. C'est-à-dire, le principe derrière, c'est que si un État fait bien son travail, il aura les crédentiels pour se présenter à sa réélection après sa première période. Et ça, c'est la position du Mexique, grosso modo, mais il y a d'autres positions. Il y a la position de l'Union africaine qui demande des sièges supplémentaires permanents pour les États africains pour résoudre à cette absence qui se justifie aussi par le moment historique où les Nations Unies ont été créées, avant la période de décolonisation de l'Afrique. C'est la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité, c'est une demande qui est légitime pour le Mexique. Le problème, depuis la perspective mexicaine, c'est que on voit comment le veto lié au siège permanent, justement, a abouti à ce que vous disiez dans votre question, le blocage du système. Donc, plus de veto va faire plus de blocage dans le système. Ça, c'est le constat qu'on fait. Mais il y a un problème procédural. Il y a une procédure pour réformer le Conseil de sécurité. Et là, il faut réunir une série de conditions qui sont politiquement, à l'heure actuelle, très difficiles d'envisager. Pourtant, à chaque session de l'Assemblée générale, il y a un processus de dialogue sur la réforme du Conseil de sécurité, particulièrement, mais plus largement les Nations Unies. Donc, c'est un dialogue qu'il faut engager et entretenir en espérant que les conditions politiques seront réunies pour avancer vers une vraie réforme. Les États-Unis du Mexique, et Son Excellence, M. Péjus, son service. Et maintenant, nous allons en fait aborder en fait, la conférence qui a été prononcée par notre représentant auprès de la Pierre à faire de son intervention. D'abord, une mise en contexte. Il a parlé de la situation du monde avant l'ONU et maintenant, il a parlé également avec le processus de création de l'organisation. Il a fait état de certaines valeurs prônées par l'ONU et il a rappelé qu'Haïti est habité par une population très jeune, qu'Haïti a aussi signé la charte par voie constitutive de l'organisation. Il a aussi mis l'accent sur les sacrifices qui ont été consentis par Haïti pour les efforts de guerre. Des possessions, par exemple, des paysans de leurs terres, dans le nord, le nord-est, et dans la Nord-Est, et dans d'autres régions du pays. Pour par exemple, il a cité la plantation de Dauphin, Fort Liberté, où 20 000 carreaux de terre ont été consacrés à la production de sal. Il a rappelé aussi qu'Haïti n'a pas toujours reçu, en fait, Haïti a toujours été du bon côté de l'histoire, mais n'a pas toujours reçu, en fait, ce qu'elle a droit pour sa contribution à la création de l'organisation et à sa prise de position en ce qui concerne la paix mondiale. Il a parlé du texte fondateur de la Charte, en fait, des Nations Unies. Il a parlé surtout, il considère ce texte-là comme la Charte de la dignité humaine. Il a rappelé l'agenda
de l'organisation et ensuite il a mis l'accent sur les différents organes de l'institution. Donc encore une fois, le moment fort de son intervention, c'est que pour lui Haïti a toujours été du bon côté de l'histoire, mais n'a pas toujours réussi d'avoir ce qu'elle a droit, et qu'il y a lieu aussi de réparer les injustices qui ont été faites aux paysans haïtiens en réhabilitant sur leur terre. Et là maintenant nous allons passer, si vous voulez, aux questions qui sont adressées directement à notre représentant auprès des Nations Unies, son Excellence, M. Éric Pierre. Je vous invite à poser vos questions. Bonjour à tous, je suis Claire Salut, étudiante et présidente centrale de l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Je salue la présence de notre recteur, M. Patrice Boulogne, qui, malgré les difficultés du pays, assure le fonctionnement de l'Académie. Tout à l'heure, l'ambassadeur avait fait mention que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. J'aimerais savoir comment l'ONU peut-elle renforcer la coopération internationale pour mieux soutenir les États fragiles tels qu'Haïti dans leurs efforts de stabilité et de renforcement institutionnel. Merci. Bon, je crois, et on a eu cette discussion souvent avec nos collègues des Nations Unies, et l'ONU a une expertise accumulée sur Haïti qui est énorme. Et au moins, si on fait encore une fois une analyse lucide et apaisée de cette expérience, on pourra trouver des leçons sur ce qu'on ne devrait pas refaire, parce que ça n'a pas donné les résultats attendus auparavant. Donc avec cette base, je pense que le travail d'accompagnement des Nations Unies à l'État haïtien pour trouver une sortie de cette crise multifactorielle est clé. Mais l'ONU, ni aucune de ces agences peut se substituer à l'État haïtien. Il faut qu'il y ait un projet haïtien auquel l'ONU peut offrir un accompagnement et un soutien financier même. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de profiler maintenant avec la nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît encore une fois le rôle complémentaire des Nations Unies dans cette sortie des crises et qui reconnaît aussi l'engagement de la communauté internationale pour soutenir l'État haïtien opérationnel et logistique en Haïti. Ça financé directement par le budget de matière de la paix, c'est-à-dire que tous les États membres allons payer une partie du budget de ce bureau, mais aussi avec le déploiement de la GSF qui sera pour sa part financée par la contribution volontaire. Vous voyez, l'ONU a été le forum où cette configuration a été décidée et je pense qu'il était indispensable que ce soit à l'ONU pour que nous pouvons tous mobiliser nos ressources autour d'un cadre stable et juridiquement solide comme ce qui constitue une résolution du Conseil de sécurité. Nous saluons l'initiative du ministère de l'Affaires étrangères et aussi des intervenants, mais il y a un souci parce que l'Organisation des Nations Unies est formée de plusieurs organismes spécialisés et nous voyons que quand il s'agit d'un programme d'assistance technique, il faut que le pays paye, il faut que l'État qui fait la demande pour l'assistance technique doit payer ce programme-là et payer. Je me demande comment le pays du Sud peut contribuer à l'effet accéléré. Est-ce qu'on peut, je peux donner comme exemple le programme PESA en République dominicaine et le programme PESA pour la sécurité alimentaire au Mexique. Le gouvernement mexicain et le gouvernement dominicain ont dû payer beaucoup d'argent aux agronomes qui ont aidé à faire l'assistance technique des humains et développement. Là-dessus, je pense que j'ai une vision beaucoup plus mitigée parce que chaque projet... Comme vous dites, il faut qu'il paie, oui, dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Et il y a une logique derrière ce paiement. C'est un peu comme la psychanalyse, vous voyez.
il faut payer pour la psychanalyse parce que si vous ne payez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas. Il faut payer au moins un minimum en fonction de vos capacités. Parce que sinon, c'est une imposition d'une agence, c'est un programme qui intéresse à personne dans le milieu local. Donc, la logique derrière ces paiements, c'est ça. Après, il y a une critique, mais me semble beaucoup plus importante. Beaucoup de ces organismes et beaucoup de ces agences consomment une bonne partie de leur budget dans des coûts administratifs. C'est-à-dire, pour mettre en œuvre un programme, la plupart du budget de ce programme est consommé dans le paiement des salaires et dans les paiements liés au fonctionnement du bureau, et il n'arrive jamais directement aux bénéficiaires du programme. Alors là, ça c'est une critique qui me paraît plus solide et plus importante à résoudre. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ce budget soit utilisé pour le bien des populations. Merci. Demandons à la régie. Donc les arguments pour le multilatéralisme. Déjà, je parlais tout à l'heure de la valeur qui est liée au fait qu'on soit tous assis au même endroit et qu'on puisse tous parler en situation d'égalité. Ça, c'est une contribution extraordinaire de l'ONU. L'égalité juridique des nations et des États, plutôt, n'est jamais aussi visible que quand vous vous asseyez à la salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, cette valeur, elle est insubstituable et c'est une des raisons pour laquelle il faut défendre le multilatéralisme. Après, j'ai parlé surtout de mettre à jour les outils qui nous permettent de vraiment réformer le système. Et ça commence aussi par la préparation des diplomates. La nouvelle génération de diplomates doit prendre en compte les changements dans notre métier. C'est un métier qui se fait de plus en plus face au public. C'est pas exactement comme ça que les choses se passaient à San Francisco en 1945. C'est un métier aussi qui s'est fait en face, et surtout quand on est aux Nations Unies, à une opinion publique mondiale. Donc ça va au-delà de votre propre pays. Il y a toute une série de reporters et journalistes qui vous écoutent et qui vont relayer l'information sur ce que vous dites aux Nations Unies. Ça ne s'est passé comme ça non plus en 1945 et après aux Nations Unies. Donc, quelque part, la nouvelle génération de diplomates doit faire cette synthèse dialectique entre un métier qui demande toujours de la confidentialité pour pouvoir avancer sur la substance des négociations, pour pouvoir atteindre des accords solides qui répondent aussi aux besoins politiques des gouvernements, parce que les Nations Unies sont de plus en plus exposées à l'opinion publique globale, mais ça reste quand même une organisation d'États membres. Donc cet équilibre, il faut l'apprendre. Et c'est nouveau pour le métier de diplomate. Vous voyez maintenant beaucoup d'ambassadeurs ou de représentants permanents aux Nations Unies qui utilisent beaucoup plus qu'avant les réseaux sociaux, avec des résultats mitigés aussi. Mais c'est quelque chose que pour votre exercice professionnel, pour votre parcours, sera beaucoup plus important que ce qu'elle était quand j'étais à l'Académie diplomatique il y a 16 ans. Nous remercions encore une fois l'ambassadeur. Et il y a une dernière question de notre inspecteur général. Donc, et puis tout de suite après, on va fermer pour passer, si vous voulez, à la question, cette question concernant en principe l'intervention de notre représentant auprès des Nations Unies. Monsieur l'inspecteur général, vous avez la parole. Vous avez beaucoup insisté sur la contribution d'Haïti sur la scène internationale. Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'Haïti est en minorité au sein des postes stratégiques et surtout de management de l'ONU? En dépit de toutes les contributions d'Haïti à la création de cette organisation, et que pouvons-nous faire
pour faciliter l'admission d'un nombre adéquat de représentants au sein de l'administration de l'ONU et pourquoi pas ces différents organes pour une meilleure représentation. Merci. Je remercie l'intervenant pour cette question. Écoutez, je ne veux pas, il n'y a pas une réponse unique à cela. Au début, il ne faut pas voir seulement l'ONU, il faut voir toutes les institutions. Diplomatie efficace, il faut avoir une puissante armée et une économie prospère. Parce que ce que nous autres en Haïti, nous ne disposons pas. Mais qu'est-ce que nous pouvons avoir? Ce sont des diplomates très bien préparés, de nos ressources humaines pour une diplomatie efficace. Et aussi avoir un gouvernement qui a un ancrage national solide. Pour avoir une diplomatie efficace. Donc je pense qu'il faut dire non seulement rester dans les principes, mais aller aussi dans la réalité de la diplomatie. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, M. le Recteur Gorsely, pour félicitations, M. le Recteur. Nous passons maintenant, si vous voulez, à cette question qui a été posée par, justement, un étudiant de l'Université de Port-au-Prince, UP. Donc, nous lui demandons quand même de reformuler, si vous voulez, sa question. Et cette fois-ci, un peu plus clairement. D'ailleurs, il n'est pas facile de faire, par exemple, l'examen oral, parce qu'il on a le fait directement sur place. Et moi, je suis un témoin que ce n'est pas fait examination qu'on fait. Et que tu es au CAI, que tu es au Cap, que tu es pas au CAI, tu es présent. Il n'a rien. Mais tu es présence. OMR. Garantie, qualité de sélection. Donc, les fait oral à tout, ça nous fait étudiants qui passent sur les salles faciliter venir au prince, faciliter ces jeux au prince et faciliter le retour sur les jeux. Donc, le processus est ouvert, clair, on nous dit quoi, c'est le détail pour nous dire. Il y a une raison pour nous exiger comme une licence d'abord pour la maîtrise de l'opération internationale pour tout employé, participe pour diplomate. Avec deux informations de population. Papier, service extérieur, c'est une mission. Pas